recevoir Clédor Sène. Il est le leader du mouvement Claire Vision. Clédor Sène, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est pour moi. Alors, l'actualité, Clédor Sène, c'est l'immigration clandestine qui revient à la surface. On a connu Barça et Barsac vers les années 2005-2006. Aujourd'hui, en 2020, le phénomène revient au galop. Comment faut-il l'analyser, l'expliquer? Oui, il faut l'analyser comme étant le signe et le reflet d'un désarroi collectif qui assaille la jeunesse, à qui on avait promis 500 000 emplois durant le premier magistère du président Macky Sall. Et qu'à la lumière du rapport de l'OIT récent, on nous classe troisième pays où le chômage est le plus endémique. Rapport contesté par les autorités. Mais ils disent que le seul baromètre qui vaille aujourd'hui, c'est celui de la NSD, qui parle de 16% de taux de chômage. Nous connaissons le peu de rigueur que l'État apporte au traitement des données statistiques. Pour policer ces statistiques, il ne rechigne devant rien. Mais ce qui est irréfutable, ce sont des statistiques de l'Organisation internationale du travail, quand même, qui est une structure qui est reconnue, qui a une certaine crédibilité. Donc quand on nous place troisième pays où le chômage est le plus important au monde, et qu'on se rend compte qu'on est devant la Syrie, donc la Syrie, c'est un pays en guerre, ils sont sous bombardement. Là-bas, ils n'ont pas le temps de travailler, ils se terrent. La Syrie, le Burkina Faso. Oui, mais est-ce que c'est crédible ce rapport-là? Si, si, tout à fait. Le Sénégal devant la Guinée, les voisins immédiats et tout ça. Vous pensez qu'ils sont mieux lotis que nous? Mais justement que si, parce que c'est le rapport de l'OIT. Et l'OIT n'a rien contre le Sénégal. Il se base sur des statistiques eux aussi. Et sur des données internationales, parce que c'est eux qui contrôlent les syndicats, les organisations des travailleurs et tout. Et à cet effet, ils ont une base de données statistiques. Donc, pour revenir au désarroi qui frappe la jeunesse au point de sacrifier leur sécurité, leur vie et même leur intégrité physique pour aller dans des zones où ils pensent avoir un lendemain meilleur. Donc, c'est ce désespoir-là, cette promesse non tenue de création d'emplois, auquel s'est ajoutée la paupérisation des masses laborieuses du fait des mesures prises pendant la pandémie. 2 fois 3 mois, ça veut dire 6 mois, où aucune activité, toutes les activités plutôt étaient au ralenti. Ça a dû impacter aussi, ça a dû accroître la paupérisation des populations qui, devant ce découragement, se lancent dans des aventures pour avoir des lendemains meilleurs. Vous êtes au moins d'accord que le plein emploi n'existe pas? Le plein emploi n'existe pas. Et on n'attend pas de l'État d'offrir de l'emploi pour tout le monde, mais plutôt de créer un environnement favorable à la production, à la création de richesses, à l'emploi, donc aux activités génératrices de revenus. Au Sénégal, on dit souvent que la vocation d'un État, ce n'est pas de créer de l'emploi. Vous êtes d'accord avec cette boutade qu'on nous sert régulièrement? Oui, je suis d'accord, parce que l'État ne peut pas embaucher tout le monde. Mais quand l'État, par exemple, met de l'eau à la disposition des villages, c'est-à-dire des forages et des périmètres aménagés, pour leur permettre un soutien financier, au lieu de dépenser dans des bourses familiales et des projets, des programmes de prestige comme le TER et le BRT, de soutenir les populations pour avoir de quoi produire, de quoi gérer un projet agro-silvopastoral, par exemple, en milieu rural. Vous permettez à des milliers de personnes de trouver du travail, un emploi. Et ce n'est pas l'État qui les emploie, mais c'est sur leur initiative privée qu'ils arrivent à s'en sortir. Maintenant, il appartient justement donc à l'État de créer cet environnement, cet accès à l'eau, cet accès à la terre et ce financement pour le peu de matériel agricole, d'élevage ou d'aviculture, pour permettre à ces jeunes-là, c'est juste un exemple, de s'organiser en groupement et de trouver un travail, une activité génératrice de revenus. Donc ça peut être fait à l'échelle nationale, mais l'État ne peut pas recruter tout le monde. Encore qu'il faut que nos curricula de formation soient adaptés aux besoins qu'a l'État en matière d'emploi. Pourquoi, à votre avis, la question du chômage reste et demeure la bête noire pour pratiquement tous les États d'ici et d'ailleurs? On cite souvent l'anecdote sur Mitterrand qui s'arrachait même les cheveux en disant « nous avons tout tenté devant la flambée du taux de chômage ». Non, c'est qu'en Afrique c'est différent, parce qu'en Europe et en Occident en général, les gens travaillent, ils ont une formation et ils ont accès
à un marché de l'emploi. Là, l'État et le secteur privé emploient des gens de façon formelle. Mais ici, l'activité formelle, c'est plus de 70% de l'activité. Donc, c'est pas pareil. C'est pour ça que en Europe, ils auront toujours des problèmes de chômage parce qu'ils allouent même des indemnités à ceux qui ne travaillent pas, qui sont des chômeurs. Et eux, ils qualifient de chômeurs ceux qui ont déjà une formation et qui ne travaillent pas. Alors que nous, on met dans le chômeur tout. Oui. Ceux qui ont une formation, ceux qui n'en ont pas, voilà, c'est juste quelqu'un qui ne travaille pas pour nous. Donc, quelqu'un qui ne travaille pas pour nous, l'État d'un pays sous-développé ne peut pas donner du travail à tout le monde, mais peut créer des conditions pour que le maximum de gens puissent avoir des activités génératrices de revenus, justement. Alors, l'actualité, c'est également le pétrole et le gaz. On vous a vu jusqu'à une période relativement récente vous activer autour de ça, l'affaire Aliou Sall, ce qu'il était convenu à l'époque d'appeler l'affaire Aliou Sall. Finalement, un bon jour, on apprend que le procureur de la République a classé le dossier sans suite. Comment avez-vous réagi quand vous avez appris cette nouvelle? Cette nouvelle, elle n'est pas fondée selon moi parce que le procureur n'a pas classé le dossier sans suite. C'est-à-dire le doyen des juges... C'est de l'intox. Oui, c'est parce que c'est un seul journal, l'Écho, je peux le citer, qui avait relaté l'information et tout le monde l'avait pris pour parole d'évangile, ce qui ne fut pas le cas, parce que le doyen des juges a bouclé son enquête préliminaire, son enquête plutôt, et a transmis le dossier au procureur. Souvenez-vous, le procureur a retenu par devers lui le rapport de l'OFNAC sur l'affaire, le rapport de l'IGE plutôt, le rapport de l'OFNAC, je me rectifie, excusez-moi, transmis par la présidente pendant plus de 3 ans, au moment où lui nous demandait d'amener des preuves pour aider l'enquête. Il avait par devers. Vous avez été entendu par le procureur, par la DIC d'abord, et ensuite par le doyen des juges. Donc il n'y a pas de confrontation. On a recueilli simplement nos témoignages. Donc il n'y a pas de condition de partie civile. C'est une procédure qu'on n'a jamais connue au Sénégal. Donc ça n'a pas de chance d'aboutir et de prospérer. Donc que ce soit classé sans suite ou que ça reste en l'état, on vise X dans ce dossier. X. Alors que nous on parle de Aliou Sall, de Aly Ngouille Ndiaye, du président Macky Sall, qui ont été cités par le rapport numéro 92 de l'IGE, que la présidence a ordonné. Et le procureur maintenant qui reçoit ce dossier, n'oubliez pas aussi, c'est lui qui disait, en parlant du rapport de l'IGE, que l'autorité n'avait pas reçu ce rapport, ce qui n'est pas vrai. Alors qu'il y avait presque une vingtaine de dossiers qui sommeillaient dans ces tiroirs. Ça veut dire que lui, il défend le président de la République. Son ministre de la Justice aussi, souvenez-vous, qualifiait M. Aliou Sall de bon musulman qu'il aurait aperçu à la Mecque. Comme s'il était incapable de commettre des actes vils et répréhensibles du fait qu'il fût à la Mecque en tant que musulman. Donc tout ceci nous conforte dans notre pensée, dans notre croyance que cette affaire-là connaîtra un traitement qui sera favorable, qui va protéger plutôt Aliou Sall, son frère le président, et le ministre Aly Ngouille Ndiaye qui est actuellement ministre de l'Intérieur. C'est quoi votre intime conviction dans cette affaire? Qu'un jour, la lumière sera faite sur cette affaire ou jamais? Non, mon intime conviction est que la lumière est même en train d'être faite. Et la lumière peut venir d'ailleurs. D'où, par exemple? On le saura bientôt. La lumière peut venir d'ailleurs. Parce que souvenez-vous, le président Aziz de Mauritanie a perdu le pouvoir. Et actuellement, il est aux arrêts, même s'il est en résidence surveillée, avec 357 dignitaires de son régime, ministres, directeurs généraux ou PCA. Maintenant, parmi les griefs retenus contre lui, le président Aziz, figure la gestion du bloc Grande Tortue Ahmeyim, qu'on connaît ici sous le nom de Petrotim et le bloc de Kayar et de Saint-Louis. Et l'enquête s'est déportée jusqu'au Sénégal et le président Macky Sall a reçu ses enquêteurs. Donc lumière sera faite parce que la justice maintenant elle est internationale. Et les gens savent à quelle porte frapper. Donc c'est une course de fond, ce n'est pas une course de vitesse. Et à l'arrivée, nous gagnerons, justice se fera, nous retrouverons nos blocs, parce qu'irrégulièrement octroyés en violation des dispositions de notre code pétrolier. Et les personnes à qui on a donné ces blocs-là ne sont pas qualifiées pour avoir ces blocs de pétrole. Donc ça, je ne désespère pas que bientôt, à la chute
du régime de Macky Sall, pas durant son magistère. Vous êtes convaincu que la lumière ne se fera pas sous le magistère du président Macky Sall? Ah mais non, 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 quel espoir pouvons-nous avoir si le procureur le défend de n'avoir pas vu le rapport de l'IGE? Quand le ministre de la Justice prend la défense d'Aliou Sall qu'il qualifie de bon musulman, et quand on ouvre une procédure, non en instruction avec constitution de partie civile, mais juste un appel à témoins, et on vise X, comme si on ne connaissait pas Aliou Sall, comme si alors qu'il s'agit de lui. Et on veut nous embarquer dans une histoire de corruption de 250 000 $, qu'aurait versé Timis Corporation à Agritrans, pour faire des réquisitions bancaires pour voir qu'il n'y a pas de trace de ce virement-là, et pour dire, bon, dans cette affaire, il n'y a pas de corruption. Alors que nous ne visons pas ce transfert à Agritrans de 250 000 $, mais l'octroi des blocs de Saint-Louis et de Kayar qui sont faits en contravention de tous nos textes de référence. Quand vous dites que la lumière sera faite quand le président Macky Sall ne sera plus au pouvoir, est-ce une manière de nous préparer à une chasse aux sorcières à venir? Non, je ne préfère pas appeler cela chasse aux sorcières, mais le Sénégal vit une situation telle qu'il faut qu'il y ait une réelle reddition et non une chasse aux sorcières. Donc la reddition... Oui, où se situe la ligne de démarcation? La ligne de démarcation, c'est le ciblage que le président Macky Sall fait dans la conduite des dossiers dont il dit qu'il a mis le coude sur certains. Donc ça, c'est une sélectivité qui frise la chasse aux sorcières, le règlement de compte politique. Mais quand on est dans un régime de reddition, toute personne qui a eu à gérer des deniers publics ou qui gère des deniers publics doit régulièrement rendre compte à nos corps de contrôle. Et puis n'oublions pas, nous avons parmi notre corps de contrôle une cour qui est capable de trancher, de rendre justice, la Cour des comptes. La Cour des comptes est une juridiction. L'OFNAC a un pouvoir de saisine. Bon, l'IGE maintenant donne à la présidence. Mais tout ça, on va trouver des solutions pour que les corps de contrôle aient l'autonomie qu'il faut pour mener à bien leurs investigations et que tout le monde soit égal devant la loi. La loi, ça s'appelle reddition de compte. Oui, la loi, justement, parlons-en. Mansour Faye, qui déclare à qui veut l'entendre qu'il ne va pas répondre à l'OFNAC, même s'il est revenu quelque temps après pour édulcorer un peu son discours en disant que si la loi lui intimait l'ordre de le faire, il allait le faire. Comment appréhendez-vous cette problématique de ce refus d'aller répondre devant l'OFNAC? D'abord comme un manque de confiance en soi. Parce que quelqu'un à qui on réclame des factures sur une enveloppe de 69 milliards, dont un ancien directeur de cabinet, M. Abibsi, a dit qu'il y a une surfacturation de 3 milliards, rien que sur le riz, alors qu'il y avait des macaronis et autres denrées. Et rien que sur le riz, on pressent une surfacturation de 3 milliards. Alors cette personne, quand on lui demande des factures et qu'il freine des cas de faire, ça veut dire qu'elle n'est pas sûre d'elle. Donc Mansour Faye a des choses à se reprocher. Ah, vous en êtes convaincu? Mais ça crève les yeux. Quelqu'un qui dit je ne donne pas de facture, je n'ai de compte à rendre qu'à mon gendre, le président. C'est à lui qui doit rendre compte. Si l'OFNAC m'appelle, je ne réponds pas. Ça, c'est un défi aux institutions. Oui, son discours a évolué après. Hein? Non, parce qu'il s'est fait remonter les bretelles, parce que ça, c'est une faute grave et attentatoire à la crédibilité des corps de contrôle. Qui sont pour la plupart logés à la présidence, l'IGE par exemple. Et ça, le président Macky Sall ne peut pas laisser faire. Parce que lui, peut-être naïvement, a cru jouir d'une certaine immunité. Alors que devant les juridictions, devant les corps de contrôle, il ne jouit pas d'une immunité. Quand son dossier arrive à être transmis au procureur de la République, c'est là où il aura besoin, en tant que ministre, que le procureur aura besoin plutôt, à cause de sa qualité de ministre, de l'autorisation du gouvernement. Et on n'a plus de Premier ministre. On va requérir l'autorisation de qui aussi? Il y a aussi ce vide constitutionnel, parce qu'on n'a plus de Premier ministre, notre constitution n'est pas à jour. Donc il y a tous ces problèmes-là. Donc M. Mansour Faye a défié les corps de contrôle, a défié la justice, et a défié l'opinion publique et l'a choqué. Parce qu'il fait croire nettement, pour ceux qui en doutaient encore, qu'il y a deux poids et deux mesures et deux catégories de citoyens qui ne sont pas égaux devant la loi. Et dans ce cas de figure, que peut faire l'OFNAC? Mais l'OFNAC poursuit son travail. Si l'OFNAC juge qu'il doit convoquer Mansour Faye,
mais il va convoquer Mansour Faye. Il va convoquer Mansour Faye. Parce que M. Khalifa Sall, on lui a reproché des factures et il a rendu compte devant la justice avec un tel acharnement, mais on ne comprend pas que quelqu'un à qui on demande des factures qu'il rechigne à donner dise comme ça tout le go qu'il ne répondra pas à l'OFNAC. C'est peut-être parce que c'est un mouvement comme Frappe qui a déposé la plainte. Ils ne veulent peut-être pas donner de l'envergure au traitement de ce dossier, mais cela est subjectif. Frappe et Dr Babacar Diop. Dr Babacar Diop, des acteurs de la société civile qui ont déposé une plainte. Mais je vous rappelle aussi que pour l'affaire Petro-Tim, c'est des acteurs de la société civile, Babacar Mengaraf, les Mourban et autres, Brahim Sek, qui ont déposé une plainte. Donc l'OFNAC instruit sur la base des informations qu'on lui donne. Donc lui, il ne peut pas tout le go comme ça défier les institutions. C'est tout comme Abdou Karim Fofana, qui avait pris nos Oryx, un patrimoine national. Abdou Karim Sall, excusez-moi que M. Abdou Karim Fofana m'excuse, qui les avait transférés de façon rocambolesque dans sa ferme. Et il dit à l'opinion, cette affaire ne m'ébranle pas. Je suis droit dans mes bottes. Je suis droit dans mes bottes. Donc, c'est une manière de narguer la société ou c'est quoi? Il nargue la société et il défie l'opinion publique. Et c'est ça qui aigrit les gens, qui fait monter la frustration au niveau des populations. Et eux, ils ne s'en rendent pas compte, ils n'ont pas le bon baromètre, je crois. Sinon, ils auraient dilué leur discours et ils auraient respecté encore un peu plus l'opinion et les Sénégalais qui les ont portés. Alors, vous, je ne sais pas quel a été votre baromètre quand on vous a entendu parler d'une société de mercenaires qui serait établie au Sénégal depuis 2014. Est-ce que vous pouvez éclairer aujourd'hui la lanterne des Sénégalais sur cette question d'une gravité extrême? Oui, tout à fait, parce que il y a une société qui s'appelle Halliburton, qui est une société américaine, qui avait été présidée longtemps par Dick Cheney, ancien secrétaire d'État à la Défense et puis vice-président de George Bush, qui pilotait cette société jusqu'en 2019. Donc, actuellement, c'est un certain Jeff Miller qui est le DG. Cette société est une société spécialisée dans les services parapétroliers. Services parapétroliers, par exemple, on parle de forage. Donc, ils sont très spécialisés parce que Halliburton et Petrobras du Brésil sont les deux meilleures sociétés en deep water drilling, en forage en eau profonde. Parce que le pétrole, parfois, il faut aller le chercher 3 km sous terre. Et quand c'est en pleine mer, il faut d'abord ajouter à cela la profondeur de la mer. Donc, eux, ils sont spécialisés dans le forage en eau profonde, ce qui nécessite une très haute technologie. Mais également, ils ont une armée privée. Ils ont une société filiale qui s'appelle Blackwater. Tout le monde peut le rechercher comme eau noire. C'est des gens qui ont semé la désolation en Irak, qui se sont battus avec les Irakiens, qui ont fait le sale boulot à la place de l'armée américaine, qui ont décimé des villageois, parce que si les militaires américains le faisaient, on pourrait les traduire devant la cour martiale, alors que les gens de Blackwater, donc l'armée privée de Halliburton, c'est des anciens GI, des commandos américains, et des anciens de la CIA, qui n'ont ni nom, ils n'ont que des numéros, donc aucune responsabilité pénale situable. Donc c'est cette société-là que je crains le plus, parce que avait été au centre d'une controverse à l'occasion de l'explosion d'une plateforme au large de la Louisiane, dans le golfe de Mexique. Cette plateforme s'appelait Deepwater Horizon. C'était en 2010, tout le monde se souvient de ces images apocalyptiques, qui montraient une plateforme en feu, une fumée noire et tout, qu'on essayait de maîtriser, et ça a duré des mois. Et cette explosion-là est du fait de Halliburton, et qui a reconnu sa responsabilité, et qui a été condamné au civil. Oui. Maintenant, qu'est-ce que Halliburton est venu faire au Sénégal? C'est là la question. Attends, je poursuis. Il est venu obtenir des contrats pétroliers, disons parapétroliers, parce qu'eux, ils font dans le forage en eau profonde. Et ils ont pour mission de sécuriser les contrats des sociétés américaines et d'autres sociétés occidentales qui voudraient bien signer avec eux. Donc, ils font aussi bien dans... Comment ils protègent les contrats? C'est en maintenant les régimes qui prolongent ou prorogent ces contrats-là.
Donc c'est pour ça qu'ils ont une SMP, qu'on appelle société militaire privée, qui sont tout simplement des mercenaires. Parce qu'une armée privée, ça veut dire mercenaire. C'est une appellation policière diplomatique. Donc Halliburton dispose d'une SMP et il a une filiale qui s'appelle KBR, Kellogg Brown & Root, qui produit des armes de guerre, des missiles de longue portée, les missiles Tomahawk notamment. Et en tant que tel, Halliburton est deuxième fournisseur en équipement et en logistique de l'armée américaine. Donc, ce n'est pas une société bidon. Et ils sont là établis. Ils sont là à km 1650 route de Rufisque depuis 2013. Même moi, je me suis trompé en disant 2014. Mais ils sont opérationnels depuis 2013. C'est grave ce que vous dites là. C'est tout à fait grave. Et c'est pour ça que le président Macky Sall doit nous dire ce que fait Halliburton ici. Surtout si on sait que partout où Halliburton est passé, il y a eu des scandales. Deux natures de scandales. Un, l'instabilité, l'insécurité. Deux, la corruption. Donc c'est des gens qui, pour obtenir des contrats, ne rechignent pas à recourir à la corruption. Ça s'est fait en Algérie, ils ont été pris, jugés, ils ont reconnu leur culpabilité. Ça s'est fait au Nigeria, ça s'est fait dans beaucoup de pays du monde et en Afrique. Parce qu'ils ont, comme ils ont une armée privée pour semer l'insécurité ou soutenir des chefs d'État africains qui sont en mal avec leur armée régulière, de la même façon, ils ont des hommes d'affaires qui se chargent du volet corruption. Il y a une certaine famille Ahsani, dont le boss Atta Ahsani utilise deux de ses fils qui sont des corrupteurs internationaux et qu'on a jugés, ils ont reconnu leurs faits un peu partout, ils ont donné à des dirigeants en Afrique, Cyrus et Saman Ahsani, ils s'appellent, c'est les porteurs de valises de Halliburton. Et ils mettent 550 millions de dollars, 550 millions de dollars, 600 millions de dollars. Ça fait plus de 300 millions de nos francs. Une telle somme distribuée à des décideurs ou des gouvernants huilerait bien le circuit pour que Halliburton puisse obtenir des contrats. Mais êtes-vous prêt à aller répondre devant la justice sur ce que vous dites là? Mais pourquoi vous pensez à la justice? Oui, parce que c'est d'une gravité extrême. Hein, mais pourquoi ne pas interpeller les mercenaires au Sénégal? Des mercenaires au Sénégal. Oui. Halliburton dispose d'une SMP, d'une société militaire privée qui n'est rien d'autre que des mercenaires. Son armée s'appelle Blackwater. Quand vous le tapez dans Internet, vous voyez leur fait d'armes même, en Irak, au Kosovo même, un peu partout. À Hassim Messaoud en Algérie, il y a un gisement de schiste là-bas, ils ont semé la pagaille là-bas, à Hassim Messaoud, et ils ont été coupables, ils ont été condamnés et ils ont reconnu leur forfait. Ce n'est pas des histoires. Donc la justice, si elle devrait se mêler de ça, moi j'interpellerais plutôt le renseignement militaire pour qu'il s'engouffre dans cette piste ou cette brèche d'investigation pour savoir ce qu'il en est. Parce qu'il y va. Parce que c'est une question de sûreté nationale. Absolument. De sûreté nationale. C'est plus ça qu'une affaire de la justice. Parce que la justice, en m'interpellant, va me demander quoi? Ce que je dis, est-ce que c'est vrai ou pas? Oui. Mais c'est rigoureusement exact. À fournir les preuves de ce que vous avancez. C'est très possible. Vous disposez de ces preuves? Mais tout à fait. Sinon, moi, je ne suis pas un suicidaire ou un téméraire. Je ne suis pas dans la bravade. Je ne suis pas inconscient. Je suis une personne quand même qui est assez structurée. Je ne peux pas porter des accusations si graves à l'encontre d'une société ou de nos gouvernants sans pouvoir le justifier devant la loi. Et même en le disant, moi, je tiens compte de la responsabilité pénale du diffuseur. Parce que si je n'avais pas les preuves, je ne l'aurais pas dit dans ce plateau. Parce que si on m'interpelle, peut-être le diffuseur pourrait être inquiété pour la diffusion de ces nouvelles elle-même, et moi je ne serai que complice. Donc je tiens compte jusqu'à ces aspects-là dans mes déclarations et dans mes propos. Donc je ne dirai rien que je ne puisse justifier devant la loi ou devant la vérité. Alors, nous allons rapidement aborder la question de la Guinée, cette incertitude qui règne chez nos voisins au lendemain de la présidentielle. Alors, comment l'appréhendez-vous cette question? Bon, en Guinée, il se profile déjà une contestation post-électorale de la part du régime, parce que toutes les informations dignes de foi donnent les premières tendances favorables à Cellou Dalein Diallo plutôt, Cellou Dalein Diallo, qui, lors des élections précédentes, a eu une attitude très responsable, parce qu'il était convaincu de sa victoire et n'a pas appelé à la révolte, parce que, disait-il, il ne voulait pas que son pays sombre, comme la Côte d'Ivoire
le fut. Donc, mais je crois que cette fois-ci, le peuple guinéen doit donner le coup d'envoi de la fin du troisième mandat. Oui. Parce que c'est très facile, sinon ça risque de faire tâche, de tripatouiller la Constitution et de se présenter pour une troisième fois. Même si on y parvient, que le pouvoir de sanction du peuple mette fin à cet état d'irrégularité constitutionnelle, je ne veux pas dire coup d'état constitutionnel. Et cette élection, c'est comme si elle se déroulait au Sénégal, au Mali, en Côte d'Ivoire, parce que tous les pays de la sous-région sont intéressés par aujourd'hui la Guinée sert de laboratoire par ce laboratoire. Pour le reste de la sous-région. Voilà, vous me marchez presque sur la langue. Oui. Par ce laboratoire guinéen. Au premier chef, celui qui est le plus haut perché au balcon, je crois que c'est le président Macky Sall, qui a beaucoup d'intérêt. Il doit regarder comment d'un œil va évoluer curieux, la situation, aussi bien en Guinée qu'en Côte d'Ivoire. Donc, l'ère des troisième mandats doit être évolue. Et je crois que la Commission électorale nationale et le Conseil constitutionnel guinéen doivent s'inscrire dans la volonté du peuple guinéen et ne trancher que selon la vérité. On ne veut pas de ce qui s'est passé au Mali pendant les législatives et que le régime a dû reconnaître, parce qu'ils ont inversé les résultats, ils ont pris des sièges à l'opposition, plusieurs voix, et c'est un forfait qui a été commis par leur cour constitutionnelle, parce que eux, je crois qu'ils ont une cour constitutionnelle, et cette même cour était prête à revenir sur ces résultats-là. Ces choses-là, on ne les voit qu'en Afrique. Nos systèmes démocratiques doivent être stabilisés et pérennisés. Voilà. Parce que on doit dépasser ce cap. Bien, merci beaucoup Clédor Sène, leader du mouvement Claire Vision, qui était, mesdames et messieurs, l'invité donc de cette mi-journée. Alors nous allons revenir dans 30 minutes pour la version Wolof de cet entretien. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Walf TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax di leen dalal ci seen beneen numéro savoir santé bu ngeen gisee ni ma solo nii ngeen xam ne ba tey ñu ngi ci wàllu weex gi yaxam lépp lu jëm ci wàllu jàngoroy cancer diir bu mois d'octobre yëpp moom lañ koy jagleel lu ko demee ni cancer du sang. jaa ngeen jëf mbokk yi ñaari waxtu jot na sëkk fii ci Walf TV bismillah ci xibaar tisbaar gi li ci gën a fees te ñaari from fàcce ko borom ñaari tur yi ñu teg loxo fële ca Mermoz ñu toll ci ñaar fukki xale yu góor ak juróom Mame Makhtar Gueye mi jiite ONG Jamra ma ngay aatu procureur de la République ngir mu xam ne ni du ñu nangu benn yoon ñu leen di bàyyi ci pet la ñu defoon ak góor jigéen yi ñu jàppoon ca Kaolack du ñu nangu benn yoon ñu koy defoon dàq ñu sax wàcc ci mbedd mi amal ab doxum ñaxtu ci biir xibaar yi da ngeen ci dégg leer yi nga xam ne moom la ci indi muy parti socialiste di parti démocratique Sénégal ba ci AFP bu ñu doon ay midaphone bon dañu wax ne tey ji ñu ngi ci tànk yi woon ni gëdd gi ñu amoon amatuñ ko Pape Diogay Faye def taskatu xibaar doon kuy gëstu ci wàllu politique ne loolu dara warlu ko lu dul parti yooyu la amatuñu ni sër ngir jiite réew mi ci biir xibaar tam daa ngeen ciy dégg leer yi nga xam moom lañ ci indi ci biir xibaar daañu dem ba fële ca Guinée wax ci élection yi nga xam ni doon nañ ko fa amal ay jàppante yu métti ñu ngi koy tàmbalee nemee ko ci réew moomu léegi am na sax lu ci tolloog ñeenti doomu aadama yoo xam jot nañ ci ñàkk seen bakkan gannaaw bu waa Sénégal joxe ay résultats yu wane ne Alpha Condé kon moo jiitoo gum ci biir xibaar tam daañu ci dellu si waat bon mbokk yi li mooy li gën a fës ci bopp xibaar yi yéen mbokk yi saxoo dégloo ko seetaan Walf TV asalaamaaleykum. ci xibaar yi borom ñaari tur yi nga xam ne ñoom lañ teg loxo fële ca Mermoz lañ toll ci ñaar fukki xale yu góor ak juróom Mame Makhtar Gueye mi jiital ONG Jamra ma ngi aatu procureur de la République ngir moo xam ne duñu nangu benn yoon ñu leen di bàyyi la ñu defoon ak góor jigéen yi nga xam ñoom lañ tegoon loxo fële ca Kaolack loolu daal dañ ne jàpp ne duñu ko nangu ak ñii dàq ñu nag wàcc ci mbedd mi amal ab doxum ñaxtu
Mame Makhtar Gueye ñu teewlu ko ci téléphone Abdou Khoudoss Diallo ñu ngi may xamal ne élément boobu la yembagul daañu ci dellu siwaat ba tey ci wàllu xibaar ñi nga askan wa dëkkee fale ca Fenkon